Je suis en nage. Bon, attendez 2 secondes déjà. On va allumer une bougie parfumée. Parce que voilà, je suis basique. Est-ce que vous aussi, quand ça va pas dans votre vie et tout, vous allumez une bougie parfumée en pensant que genre ça va tout arranger? Genre, that's on being délulu. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler d'animé. Mais comme je suis pas originale et que j'avais pas le temps de faire une vidéo hyper développée, on va juste faire un bilan d'animé quoi. Comme d'hab. Coucou, c'est Sarah du montage et en fait j'arrête la vidéo 2 petites secondes parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous souhaiter, je sais pas si on peut dire une bonne année parce que bon, voilà, vous-même vous savez pourquoi, mais une meilleure année en tout cas, que ça vous apporte plein de bonnes choses, qu'il vous arrive plein de bons trucs, que vous gardiez la santé, surtout ça c'est très important, la réussite, le bonheur, le succès, l'argent, tout ça. On va pas se mentir, ça a très mal commencé, mais bon, on va espérer que ce soit un petit peu mieux qu'avant, donc voilà, je ne peux que vous souhaiter une meilleure année et je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que bon, voilà, je vais pas faire un truc trop long non plus. Bref, meilleure année à vous. Au fait, disclaimer pour la luminosité et tout, je suis désolée mais j'ai pas de budget éclairage. Un jour je vais investir dans une ring light mais bon, c'est pas demain la veille. Du coup je m'éclaire juste avec la lumière de mon Velux qui est là. Donc je fais ce que je peux, ok. Je mettrai un petit timer dans la barre d'infos avec les minutes qui correspondent à chaque animé. Au cas où si vous avez pas envie de regarder toute la vidéo, ce que je comprends, et que vous voulez juste avoir mon avis sur un animé précis, et du coup je vous invite à vous rendre dans la description. Bref, je vais pas faire une intro plus longue parce qu'on se fait chier, donc c'est parti pour le bilan des animés de l'automne 2020. Alors cette saison, j'ai regardé 6 animés, donc du coup je vais parler de 6 animés, logique. Alors du coup on commence avec du lourd, parce que c'est un de mes animés préférés, et je sais que c'est l'un des animés préférés de beaucoup de personnes. Je parle de la deuxième partie de la 4e saison de Haikyuu. Donc du coup c'est la suite de la première partie qui était sortie l'hiver dernier si je me souviens bien, et qui nous avait arrêté sur le match, enfin le début du match contre le lycée d'Inarizaki. Et du coup là, la deuxième partie, elle traite tout le match entre Karasuno et Inarizaki. Déjà du coup au niveau de l'animation, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi c'est production IG, c'est beau, c'est tout, genre on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est beau. Bon après il y a quelques épisodes, genre l'épisode 3, il me semble, l'épisode 3 et 4 ou l'épisode 3 et 5, je sais plus, où la qualité de l'animation elle a énormément baissé parce que du coup ils ont dû déléguer l'animation à d'autres studios plus petits à cause du Covid, etc. Donc ça c'était un peu chiant parce que voilà quoi, genre c'est chiant, genre c'était des temps forts du match, donc du coup ils étaient mal animés, donc c'était un peu casse-couille, mais dans l'ensemble, si on oublie les épisodes là, l'animation elle était pépite, genre magnifique. Mais sinon, que dire sur cette deuxième partie, mis à part qu'elle était absolument ouf. Clairement, le match contre Inarizaki, je crois que ça va devenir mon match préféré parce qu'il était tellement genre, il y avait tellement de tension, tellement d'adrénaline, tellement de temps fort dans le match, enfin je pense honnêtement qu'il va même détrôner mon match préféré. À l'ancienne, c'était Seijo contre Karasuno, le deuxième match, c'était mon match préféré. Et je pense que Inarizaki l'a éclaté là parce que c'était tellement impressionnant. Et genre j'étais vraiment à fond dans le match. Bon après ça m'arrive souvent avec Haikyuu parce que voilà, je trouve que c'est un manga de sport qui est extrêmement bien fait sur ce côté. Mais t'as vraiment l'impression d'être limite dans les gradins avec les spectateurs du match et de regarder un vrai match. Après, j'ai pas regardé 15 000 animés de sport non plus, mais je trouve que c'est le seul qui arrive à me faire ressentir ça. Vraiment faire en sorte que je sois dans le match. Et du coup, le match là, c'était vraiment encore plus que d'habitude, quoi. J'étais vraiment à fond dedans, c'était ouf. En plus, ça se voit que c'était un match décisif parce qu'on a pu voir beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions au niveau de l'équipe de Karasuno, au niveau de chaque joueur, que ce soit genre pour Tanaka, pour Nishinoya, un petit peu tous les joueurs en fait, il y a eu une espèce de déclic. Bien entendu, je pense que le MVP, comme on dit, du match, c'était clairement Hinata parce que genre il y a vraiment eu un déclic dans son personnage et j'ai vraiment hâte de voir la suite du coup de son évolution dans Haikyuu, sachant que je ne lis plus les scans donc je sais pas ce qui se passe après. Peut-être qu'un jour je vais m'y remettre, du coup surtout si on doit attendre 15 ans avant la prochaine saison, enfin bref. Mais du coup pour poursuivre sur Hinata, je sais pas ce que je vais dire, ça va être très compréhensible, mais je trouve qu'avant ce match en fait il était plus mis en avant en tant que, pas outsider mais genre vraiment élément bizarre un petit peu, genre
Tu sais, tu sais pas trop pourquoi le mec est là. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant, Hinata, il était vraiment mis en avant pour des actions qui étaient pas banales du tout. Genre, par exemple, la tendue en minus tempo, où genre le mec il est là, et puis d'un côté, d'un coup il se retrouve de l'autre côté, puis il saute, et puis il marque. En gros, il était juste là pour ça. Et en fait, dans le match là, justement, enfin, il était beaucoup plus en retrait par rapport à ce genre d'action. Il faisait des actions basiques, entre guillemets. Genre, par exemple, la super réception qu'il a faite, bah en soi, c'était juste une réception en vrai. Genre, c'est tout. Genre enfin, en soi une réception c'est toujours beau et tout, mais c'était pas un truc de ouf comme il avait l'habitude de faire, et j'ai trouvé ça hyper cool par rapport à son évolution. Genre ça montre qu'il gagne en technique et tout. Ouais, du coup j'ai rien de plus à dire en soi, c'était vraiment genre j'ai adoré la deuxième partie, j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir les prochaines équipes, etc. Et genre je le dis à chaque fois que je parle d'IQ, mais vraiment si vous avez pas encore commencé, même si vous comprenez rien au volley, vous aimez pas le volley, vous aimez pas le sport en général, vous aimez pas les animés de sport, je vous encourage à tester genre 2-3 épisodes, parce que genre c'est sûr qu'en 2-3 épisodes vous allez être conquis ou conquise. Alors, faut savoir que la franchise Higurashi no Naku Colony, ou When They Cry, comme vous voulez, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai regardé les premières saisons quand j'étais en 5e. Oui, ça fait tôt, je sais. C'est pas le genre d'anime que t'es censé regarder à 12 ans, mais bon, voilà. I was different. Et comme c'est une franchise que j'affectionne tout particulièrement, j'avais vraiment hâte de voir le remake. Surtout que, bah voilà, ça allait être avec un nouveau design du studio Passion, je ne sais pas comment on dit. Et puis bah de base c'était prévu pour l'été dernier, mais du coup bah il y a le Covid, donc ça a été décalé. Enfin bref, vous connaissez la chanson, maintenant tout a été décalé à cause du Covid, donc je vais pas le préciser à chaque fois. Et en fait j'ai eu l'agréable surprise de constater que c'était pas un remake en fait, mais une suite des saisons précédentes. Parce qu'en gros au niveau de la promo ça a été communiqué comme un remake. Et à la fin de l'épisode 1, en fait, la série, elle a changé de nom. Enfin, de base, c'était juste Higurashi no Naku Colony. Et en fait, ça s'est transformé en Higurashi no Naku Colony Go à l'épisode 2. Donc à partir de là, on a compris que c'était pas un remake, mais une suite. Du coup, cette nouvelle saison, elle reprend les éléments de la première saison, mais avec des modifications. Enfin, j'expliquerai après pourquoi. Higurashi no Naku Colony, ou en français Le Sanglot des Cigales, de base, c'est un visual novel qui a été développé et édité par le studio Seventh Expansion. Ce visual novel, il avait déjà été adapté en animé auparavant, donc en 2 saisons. Il y en avait une qui était sortie en 2006 et une qui était sortie en 2007. Il a aussi été adapté en manga et aussi en plusieurs OAV. L'histoire se déroule donc en juin 1983 dans le petit village d'Inamizawa qui se trouve au beau milieu des montagnes au Japon. Donc on va y suivre les aventures de Keiichi Maebara qui vient juste d'emménager dans le village et de son groupe d'amis qui est constitué de 5 filles, Mion, Shion, Rena, Satoko et Rika. Donc bon, de base leur quotidien est pas hyper intéressant, enfin ils habitent dans un village paumé, ils font des jeux de société et tout, enfin des parties de cache-cache, etc. Mais il y a un événement qui est très important à Inamizawa qu'on appelle le festival du Watanagashi. Chaque année, les habitants du village d'Inamizawa organisent le festival du Watanagashi pour remercier la divinité protectrice du village qu'on nomme Oyashiro-sama. Cependant, il y a une légende qui circule qui dit que chaque année, pendant ce festival, il y a toujours une personne qui meurt et une personne qui disparaît. Cette histoire intrigue Keiichi et il se pose encore plus de questions quand il se rend compte que ses amies deviennent extrêmement silencieuses et que leur comportement change du tout au tout quand il évoque le sujet avec elle. Du coup, comme je disais tout à l'heure, cette saison, elle se base sur les éléments de la première saison en y apportant des modifications. Pour ceux qui sont pas familiers avec la licence Higurashi no Naku Colony, en fait, l'anime, il se base un peu sur le principe de reboot et de die and retry. En fait, à chaque fois, il y a des arcs, et bon, c'est un animé d'horreur, je pense que vous avez compris. En fait, à chaque début d'arc, on part de la même base de l'histoire, et en fait, en fonction des choix que fait Keiichi, et il va y avoir plusieurs dénouements disponibles qui correspondent à plusieurs arcs du coup, et donc dans cette saison on a des dénouements qu'on n'avait pas dans les saisons d'avant, donc c'est l'intérêt en fait du coup d'avoir une nouvelle saison. Alors pour le moment il y a à peu près 12-13 épisodes qui sont sortis. Moi personnellement j'apprécie cette saison. Le changement de design, il y a rien à dire, enfin c'est beau quoi, c'est cool. Après c'est vrai que le bémol pour moi au niveau de la production, on va dire, c'est au niveau de la musique. Pourtant, j'ai regardé, c'est le même compositeur qui a fait la musique de la saison là et la musique des saisons précédentes. Mais autant dans les saisons précédentes, je trouvais que la musique, elle avait vraiment une place importante et qu'il y avait vraiment des pistes qui se démarquaient parmi toute l'OST et tout, et que enfin tu les entends, tu sais que ça vient d'Higurashi. Alors que là, la musique, j'ai l'impression qu'on l'entend pas en fait. Enfin, soit c'est moi qui fais pas assez attention, soit je sais pas, j'ai pas le son assez fort de l'épisode, je ne sais pas.
mais je trouve que au niveau de la musique c'est complètement vide. Pour moi l'OST d'Higurashi, en tout cas des 2 premières saisons, c'est une des meilleures OST d'animation que j'ai pu entendre en fait. Enfin, ça fait vraiment partie de mes OST préférées. Après au niveau de l'histoire du coup, comme j'ai dit, ça reprend les éléments des premières saisons mais avec d'autres dénouements vu que les personnages font d'autres choix, donc c'est vrai que c'est cool parce qu'on voit des dénouements qu'on n'avait pas vus dans les saisons précédentes, donc ça c'est bien. Après c'est vrai que là ça commence à devenir assez plat et il n'y a pas, comment dire, il manque un truc. Je sais pas si ça vient de l'aspect gore horreur qui est plus aussi présent que dans les précédentes saisons. Enfin, on va pas se mentir, genre Higurashi c'est surtout connu pour les scènes sanglantes, les rires de psychopathes des personnages, etc. Et là c'est vrai que dans cette saison, j'ai pas l'impression qu'on trouve ça bon. Après, il y a eu 2 scènes de boucherie. Je trouve que l'aspect vraiment angoissant qu'on retrouvait dans les premières saisons, enfin, sans mentir, bon, j'avais 12 ans, mais quand j'ai regardé la première saison d'Higurashi, genre, il y a des fois où je dormais pas la nuit. Parce que, enfin, il y avait des trucs, c'était vraiment, genre, oppressant. Alors que là, enfin, il se passe... Enfin, c'est pas qu'il se passe rien, mais ça a rien à voir avec l'aspect des premières saisons et je trouve que c'est vraiment dommage, surtout que, il me semble que c'est le même scénariste, c'est la même prod à part au niveau design et tout. Donc du coup, je comprends pas trop en fait. Après, je pense qu'il faut attendre de voir la suite de la saison du coup, surtout que j'ai l'impression que le personnage de Rika, là je vais spoiler donc faites gaffe si vous avez pas vu les saisons d'avant. Donc le personnage de Rika, de base, dans la première saison, on sait pas qu'elle est vraiment importante et c'est dans la saison 2 qu'on apprend vraiment son rôle. Et là, c'est vrai que dès l'épisode 1, on voit que Rika, elle a un aspect très important dans l'histoire, elle est vraiment intrigante, donc forcément... Si t'as vu les saisons d'avant, tu comprends. Si t'as pas vu les saisons d'avant, tu comprends pas. Mais c'est vrai que j'attends qu'ils développent le personnage de Rika et voir dans quel sens ils vont le développer. Parce que là, je sais pas trop ce qu'elle veut, je comprends pas trop, mais bon, voilà. Et puis on verra quoi. Voir si ça va s'améliorer ou si ça va rester plat. Parce que j'avoue, honnêtement, les premiers épisodes étaient vraiment très cool. Et là, ça fait 3-4 épisodes. Enfin, en fait, depuis que l'arc de Satoko a commencé, que ça devient vraiment lourdingue. Du coup, j'espère que... Je crois que l'arc est fini, là. Donc, j'espère que le prochain épisode, ça va redécoller un peu. Parce que là... The Day I Became a God. J'ai oublié le nom en japonais. Désolée. Donc, c'est un animé que j'attendais énormément parce que, il a été écrit par Jun Maeda. Et si le nom de Jun Maeda ne vous dit rien, c'est le monsieur qui est derrière Clannad, derrière Angel Beats, derrière Charlotte, derrière Little Buster, derrière R, derrière Canon 2006, enfin bref. Le monsieur qui fait pleurer tout le monde, voilà. Donc du coup, vu que j'ai vu la plupart de ses œuvres et que c'est des œuvres qui sont vraiment très très chères à mon cœur, j'avais très hâte de voir ce que ça allait donner avec ce nouvel animé. On va suivre l'histoire de Yota Narukami, qui est un lycéen tout ce qu'il y a de plus normal, qui passe un été tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui va faire une rencontre pas très normale pour le coup. En effet, Yota est en train de faire une partie de basket avec son meilleur pote, tout va bien dans le meilleur des mondes, et d'un coup il y a une fille hyper bizarre qui débarque, qui interrompt leur partie de basket, et qui leur dit que déjà elle prétend être un dieu, et qu'en plus elle s'appelle Odin. Donc forcément les 2 gars ils la prennent pas au sérieux, parce que déjà elle ressemble à un enfant de 12 ans, et ensuite ça n'a aucun sens, mais bon, la gamine elle continue, et elle leur dit que c'est un dieu omniscient, nanana nanana. Donc Yota il prend les choses en main, il lui dit écoute, t'es gentil, mais moi j'ai pas que ça à faire, j'ai des examens à passer à la fin de l'été et tout, tu viens avec moi, on t'emmène au commissariat et puis on va retrouver tes parents. Donc déjà là la fille elle le regarde, elle lui fait non mais ça sert à rien que tu révises pour tes examens parce que de toute façon le monde dans 30 jours il y en a plus, donc encore une fois Yota la prend pas au sérieux. Sauf que du coup sur le chemin la fille elle continue à faire des prédictions et bizarrement les prédictions elles se réalisent. Donc forcément Yota il est un peu en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, et en plus par un concours de circonstances la fille elle va finir par habiter chez lui et mettre ses services à sa disposition, donc ses prédictions jusqu'à la fin du monde qu'elle a annoncé. Du coup dans les extraits que j'ai mis vous avez pu constater que visuellement c'est très beau. Après du coup au niveau de la musique, donc Jun Maeda il compose les musiques de ses animés à chaque fois, donc c'est vrai que voilà, je pense que vous-même vous savez l'OST de Clannad, l'OST d'Angel Beats, etc. J'attendais beaucoup de l'OST. Genre, il y en a 2-3 qui sortent du lot, mais ouais, c'est vrai que sur l'aspect là, j'ai pas trouvé ça hyper dingue. Par contre, mention spéciale à l'opening et à l'ending, qui sont eux aussi composés par Jun Maeda et qui sont chantés par Madame Nagi Yanagi, qui sont très très beaux. Genre vraiment, autant visuellement, mais bon là je parle de la musique, vraiment, ils sont magnifiques. Au niveau de l'histoire, voilà, c'est comme d'habitude, Jun Maeda, donc au début ça part en slice of life, avec des personnages qui sont drôles et tout, hahaha, on rigole, et puis plus ça avance, plus tu sens que dans 2-3 épisodes tu vas te mettre à pleurer, parce qu'il y a le drama qui commence à s'installer et tu le sens pas. Après, est-ce que j'ai pleuré? Non. Honnêtement, j'ai vraiment aimé l'animé, enfin voilà, l'aspect drôle, il était cool, les personnages sont hyper attachants, il était très touchant aussi,
Mais c'est vraiment en fait la fin, je peux pas. Genre la fin vraiment c'était too much, enfin c'était limite nanardesque en fait. Ça m'a pas du tout émue, enfin genre c'était vraiment plat, genre la fin je la trouve nulle en fait, elle est nulle. Bon là du coup je vais spoil, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, skippez. Mais en fait la romance entre Ina et Yota, je l'ai trouvée cringe, genre vraiment elle est cringe. Et ensuite elle sort, enfin c'est pas qu'elle sort de nulle part, mais enfin si elle sort de nulle part, genre si elle sort de nulle part en fait. C'est vraiment, t'as l'impression qu'ils ont mis ça genre à 2 épisodes de la fin pour qu'on soit un petit peu ému à la fin, genre qu'on pleure, mais en fait non, genre c'est nul. C'est nul et c'est cringe, enfin c'est vraiment, ça fait vraiment nanar. Après je vais pas dire que l'animé en soi il est nul parce que genre j'ai vraiment aimé le regarder et tout, mais c'est vraiment que enfin la fin elle est claquée quoi. Moriarty the Patriot, paye ton accent anglais. Tous ceux qui me suivent depuis assez longtemps, enfin sur mes anciens blogs, vous savez à quel point j'aime l'univers de Sherlock Holmes. Que ce soit les films, que ce soit les séries, que ce soit les romans originels ou pas, que ce soit les mangas, que ce soit les animés, que ce soit n'importe quoi, vous savez. Moi je vois un animé sur le point de vue de Moriarty, produit par Production IG, avec des beaux mecs dedans, il m'en faut pas plus. L'histoire se déroule à la fin du 19e siècle à Londres, donc dans une société où il y a énormément de discrimination entre les différentes classes sociales. Le focus de l'histoire il se fait sur William et son jeune frère Louis, qui sont 2 orphelins, donc du coup pauvres, et qui un jour se font adopter par un riche aristocrate qui les adopte un peu pour bien se faire voir par ses pairs, pour être en mode oh regardez j'aide les pauvres. Regardez-moi, je suis vachement gentil comme personne. Le truc, c'est que William, c'est un garçon qui est très intelligent. Et en gros, son objectif, enfin ce à quoi il aspire, c'est de créer un monde où les différences sociales n'existent plus et où toutes les vies auraient la même valeur. Et pour ça, il va devoir emprunter la voie du crime pour parvenir à ses fins. Bah du coup, sans surprise, c'est encore un animé que j'ai vraiment adoré, quoi. C'est hyper intéressant d'avoir une œuvre avec le point de vue de Moriarty, parce que bah c'est vrai que d'habitude, bah, on a le point de vue de Sherlock. D'ailleurs, si vous avez des œuvres avec le point de vue de Moriarty, donc du coup qui se base sur l'univers de Sherlock, je suis preneuse. Et ouais, du coup, les meurtres de Moriarty sont hyper bien ficelés. C'est hyper intéressant d'avoir l'aspect mise en place du crime, mise en place de la scène de crime, plutôt que d'avoir l'aspect résolution de l'enquête par Sherlock qu'on a l'habitude de voir. Après, on a quand même l'aspect résolution de l'enquête sur certains épisodes quand Moriarty découvre l'existence de Sherlock et qui décide un peu de tester ses capacités pour voir comment il va l'utiliser. Donc on perd pas l'aspect là, mais c'est vrai que c'est toujours du point de vue de Moriarty. Et en parlant du personnage de Sherlock, j'aime beaucoup l'interprétation qui a été faite dans cette adaptation, parce que du coup c'est un Sherlock qui est un petit peu plus affable, un petit peu plus foufou qu'on a l'habitude de voir, genre par exemple dans l'exemple le plus connu, je pense, c'est Sherlock de la série de la BBC. Et voilà, vraiment, j'étais contente parce que j'avais peur qu'il y ait un aspect redondant, parce qu'on est d'accord que l'univers de Sherlock Holmes, c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé, réutilisé et réutilisé, adapté, réadapté dans tous les sens possibles du terme. Et du coup, j'étais vraiment contente de voir que c'était pas redondant, que je redécouvrais l'univers. Même si, voilà, genre je connais la plupart des enquêtes par cœur, il y avait quand même cet aspect un peu renouveau et enfin je me suis pas ennuyée en mode ah oui mais ça je le sais déjà, enfin c'est chiant et tout. Et c'est vraiment appréciable de voir que même avec une franchise, une licence, je sais pas comment on peut appeler ça, qui a déjà été réutilisée des milliards et des milliards de fois, on peut encore faire quelque chose avec, quelque chose d'original et quelque chose d'appréciable surtout. Après, le seul point négatif que j'ai, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est juste qu'en fait, je savais pas du tout que l'anime allait être découpé en 2 parties et qu'on allait avoir la 2e partie en avril. Du coup, moi, j'étais grave dégoûtée. Je termine le dernier épisode, on voit la reine et on voit que Mycroft va entrer en scène dans l'histoire. Et puis après, je descends dans les commentaires et puis je vois que le prochain épisode, c'est en avril. J'étais un peu deg. Mais bon, mis à part le fait qu'on va devoir attendre jusqu'au printemps prochain pour avoir la suite, c'est un excellent animé. Et si vous aimez l'univers de Sherlock Holmes, si vous en êtes autant fan que moi, je vous le conseille à fond. Enfin, il vaut le détour. Jujutsu Kaisen. Alors lui vraiment, c'est mon petit chouchou de cette saison. Je suis tombée amoureuse de cet animé, c'est pas possible. Chaque année, il y a plus de 10 000 morts et de disparus qui sont recensés au Japon. Et ce sont les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains qui en sont la cause. En effet, lorsque la souffrance, les regrets ou l'humiliation se concentrent, ils peuvent se matérialiser sous la forme d'un monstre que l'on nomme un fléau et qui est invisible aux yeux des hommes, mais qui peut les attaquer et qui peut même les entraîner jusqu'à la mort. C'est donc dans ce monde plein de dangers invisibles qu'on va suivre l'histoire de Yuji Itadori, qui est un lycéen tout à fait normal, si ce n'est pour le fait qu'il possède une force hors du commun. Bien que Yuji ne croit absolument pas aux fantômes, il fait partie du club d'occulte de son lycée avec 2 de ses camarades. Donc voilà, ils font leur petit truc de club d'occulte, ils s'amusent bien, et un jour il y a une amie de Yuji, donc du coup qui est membre du club,
qui trouve ce qu'elle dit être une relique occulte et qui la ramène au club, donc dans le lycée. Le truc qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, cette relique, c'est une vraie relique, c'est le doigt coupé d'un démon millénaire qu'on appelle Ryomen Sukuna, et comme c'est un objet démoniaque, ça va attirer énormément de fléaux et donc du coup les mettre en danger. Du coup, ce qui devait arriver arriva, les deux amis de Yuji se font attaquer par des monstres et lui, pour les sauver, il réfléchit absolument pas et il avale le doigt de Sukuna. Le problème, c'est qu'en faisant ça, Yuji, il se fait posséder par le démon dont il vient d'avaler le doigt et donc du coup, il va devenir potentiellement dangereux et ça plaît pas à l'organisation des exorcistes dont le but c'est de faire en sorte d'éliminer tous les fléaux afin que les hommes puissent vivre en paix. Ainsi, Yuji est condamné à mort par l'organisation des exorcistes, mais son exécution peut être repoussée si il accepte de trouver tous les autres doigts de Sukuna, de les ingérer afin de devenir un réceptacle et que du coup, quand il se fera exécuter, on puisse éliminer une bonne fois pour toutes la menace que représente Sukuna. Du coup, vous avez vu dans le résumé, c'est pas hyper original comme histoire. Enfin voilà, c'est un shonen classique entre guillemets. Enfin, c'est un début de shonen classique, mais c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Genre en fait, au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des combats, au niveau de l'action, au niveau du drame, au niveau des personnages, ça reprend exactement les mêmes codes de shonen qu'on voit que ça. Mais c'est tellement bien dosé. En 2-3 épisodes, t'es obligé d'accrocher en fait. C'est tellement bien écrit, c'est un truc de ouf. Les personnages sont hyper attachants, même si en soi c'est des personnages, genre ils sont pas originaux. Entre guillemets, on a déjà vu leurs traits de caractère chez plein d'autres personnages, dans plein d'autres shonen et tout. Mais ils sont tellement attachants, enfin ils sont tellement bien écrits que t'es obligé de les apprécier tous. Les combats, alors ça je pense que c'est aussi énormément grâce à l'animation de MAPPA, mais les combats sont incroyables, ils sont ouf les combats. Je fais que répéter incroyable depuis tout à l'heure, mais pour moi Jujutsu Kaisen c'est égal à incroyable en fait. Et en fait je pense que si j'aime autant Jujutsu Kaisen sur son écriture, c'est parce qu'en fait il y a un gros aspect nostalgique parce que ça me rappelle énormément. Genre quand j'ai commencé à regarder des animés, j'étais en 6ème. Ça fait loin, mon dieu, ça fait loin. Et du coup, j'ai commencé par regarder des shonen, donc genre One Piece, Naruto, Bleach, FMAB, etc. Genre Jujutsu Kaisen, ça me rappelle énormément ce genre de shonen. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça a un petit peu la même étincelle qu'on avait dans ce genre de shonen. Après, c'est vrai que je regarde moins de shonen d'action qu'avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve pas forcément dans les shonen qui sortent maintenant, à part celui-là. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse, encore une fois. Et après, ce qui est cool aussi dans Jujutsu Kaisen, c'est vraiment que l'auteur n'a pas notre temps. Genre, d'habitude, dans les shonen, enfin, moi, c'est ce qui me rebute un peu des fois, c'est que le début, enfin, genre, on va dire, les 2-3 premiers arcs, c'est toujours un petit peu, ça tourne autour du pot, c'est un peu chiant, ça prend vachement du temps à décoller, enfin, forcément, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, je trouve que c'est comme ça. Et là, mais dans Jujutsu Kaisen, dès les 2 premiers épisodes, mais il y a pas le temps pour tourner autour du pot, je sais pas quoi. Il y a pas le temps, c'est direct, c'est direct, t'es dedans, c'est un truc de ouf. Puis même en général dans les shonen, la tension, elle se construit genre vraiment petit à petit, enfin ça va doucement. Surtout ce qui est en rapport avec l'antagoniste, etc. Mais alors là, dès l'épisode, je sais plus c'est quel épisode, mais je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez vu ou lu. Et le moment là, il se passe déjà un truc de malade quoi, c'est ouf. Vraiment, t'as pas le temps de t'ennuyer, il se passe toujours un truc, ton attention elle est toujours portée sur quelque chose. Y a pas de moment où tu te fais chier, genre des fois, parce que je suis désolée, des fois dans les shonen, il y a des moments où il se passe rien et c'est chiant. Je sais pas si dans la suite du manga, il y a des moments comme ça, mais pour le moment, il y en a pas eu. Les épisodes, t'as l'impression qu'ils durent 5 minutes, c'est un truc de malade. Puis en plus, à chaque fois qu'ils te coupent un épisode, c'est vraiment pile au moment où il faut pas, c'est une torture d'attendre l'épisode d'après. Je suis addict à Jujutsu Kaisen, c'est impressionnant. Puis voilà, l'animation est ouf, les combats sont ouf, la musique est ouf, enfin... La musique, en parlant de la musique, déjà l'OST est dingue, mais alors l'opening, une pépite, il est incroyable. Genre ça fait longtemps que je suis Yves et je suis hyper contente de voir qu'il a pu gagner en popularité en faisant l'opening de Jujutsu Kaisen. Et puis forcément l'ending, c'est une dinguerie. On mentez pas, à chaque fois qu'on l'entend, on tape tous les pas de danse d'Itado. En fait, tout cet animé, genre y a pas un truc qui va pas, genre y a pas un truc qui déconne, genre en mode ouais l'animation elle est moche ou alors l'opening c'est de la merde ou la musique elle est bidon, je sais pas quoi. Non, tout est excellent, c'est un truc de malade. Personnellement je lis pas le manga parce que je préfère découvrir l'histoire avec l'animé pour le moment. Enfin, voilà, je trouve que MAPPA a fait vraiment un travail de dingue. Forcément quand l'animé va se terminer, j'irai lire le manga forcément parce que je vais pas pouvoir attendre. Déjà là ça fait 2 semaines qu'on attend le prochain épisode. J'ai besoin de ma dose. Vraiment si vous avez pas encore regardé ou si vous avez pas encore lu, mais foncez, je sais pas ce qui vous manque encore de plus, je sais pas ce que vous attendez, mais allez regarder Jujutsu Kaisen, c'est excellentissime. Genre c'est vraiment, pour moi c'est une révélation au niveau shonen. De base je voulais pas en parler parce qu'il y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis, mais je me suis dit bon, pourquoi pas.
bien entendu, c'est la tant attendue, la magistrale, la colossale dernière saison de l'Attaque des Titans. Bon, déjà, je vais pas vous raconter mon amour pour Shingeki no Kyojin parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Au moment où je parle, il y a 4 épisodes qui sont sortis et franchement, enfin pour le moment, pour moi, c'est un sans faute. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout à l'épisode 2, si je me souviens bien, qui ont gueulé à cause de l'animation, du changement de chara design, etc. Franchement, vous êtes chiant. Honnêtement, je trouve que Mappa a fait un super beau travail sur cette 4e saison. Je suis vraiment contente que ce soit eux qui l'animent. Même si j'ai adoré le travail de production IG, hein, genre je vais pas cracher dessus, genre leur travail était excellent. Mais je trouve que Mappa, en fait, apporte une certaine maturité au niveau de l'animation pour les événements qui sont à venir dans la saison 4, là. Voilà, je pense que même si vous ne lisez pas les scans, vous avez capté qu'on n'est plus dans le même délire d'avant, là, avec 11 bas contre des titans et tout ça. Là, on a complètement changé de ligne d'écriture. Et du coup, je trouve vraiment que Mappa fait un super bon travail pour rendre l'ambiance qu'on retrouve dans la 2e partie du manga. Et rien qu'au niveau, je trouve, des chara design, au niveau du visage des personnages, je trouve que... Enfin, là où je trouve que production IG, voilà, leur chara design était très beau, mais je trouvais que ils étaient assez lisses, genre surtout au niveau du visage. Genre pour moi, SNK, ce qui est assez remarquable dans le trait d'Isayama, c'est surtout le détail qu'il apporte au visage des personnages, à leur expression, etc. Et c'est vrai que je trouvais qu'on perdait un petit peu cet aspect. Et pour le coup, là, je trouve que Mappa, ils ont vraiment réussi à bien adapter cet aspect du trait d'Isayama, et surtout dans les visages, on retrouve vraiment les expressions des personnages, leurs traits ils sont beaucoup plus marqués, même au niveau de la 3D en CGI et tout. Genre je sais qu'il y en a qui ont gueulé parce que c'est vrai qu'au niveau de l'animation de Wit Studio, quand ils dessinaient les titans ils étaient dessinés, enfin en tout cas on voyait pas la 3D au sens courant, enfin comme on l'entend quoi. Alors que là c'est vrai que effectivement sur certains plans on voit que le titan colossal et le titan bestial sont en 3D, ça se voit, mais je suis désolée, c'est pas choquant et c'est pas moche, et je sais pas si vous vous rendez compte en fait du travail que c'est d'animer ce genre de choses. Vraiment, enfin ils l'ont très très bien animé, je trouve. Enfin c'est pas moche. Et ça me rassure un peu par rapport à ce qui va se passer dans les épisodes à venir. Encore une fois, sans spoiler, mais je flippais vraiment parce que je me disais mais putain comment ils vont animer ce qui va se passer. Et au final, je me dis bon ça va, ils ont réussi à trouver des compromis et c'est pas trop dégueulasse. Là où j'avoue peut-être qu'il y a eu des trucs assez bizarres et expérimentaux, je sais pas s'ils ont voulu tester des trucs ou quoi. Sur l'épisode 2, où certains mouvements des personnages, j'ai appris après qu'ils avaient été faits en rotoscopie. Si vous savez pas c'est quoi la rotoscopie, je mets une définition ici parce que j'ai la flemme d'expliquer. Mais c'est vrai que du coup ça donnait un aspect chelou au mouvement de certains personnages, enfin ça donnait un aspect saccadé et tout. Mais en soi c'était pas hyper dérangeant non plus. Bref, tout ça pour dire que je trouve que Mappa fait un excellent travail pour le moment et je suis très contente que ce soit eux qui aient pris la relève pour la dernière saison d'SNK, et je vous les remercie parce qu'ils font un taf de malade. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Puis bien sûr si vous avez regardé un des animés que j'ai cité dans cette liste, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, de votre ressenti sur l'animé, je serais hyper curieuse de le savoir. Et puis s'il y a un animé que vous aviez pas vu et qui faisait partie de cette liste, j'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir. Et bref voilà, je le dis jamais mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce en l'air, je sais pas s'il est bleu ou pas, ça fait toujours plaisir parce que voilà, je passe quand même du temps à écrire et surtout à monter ces vidéos. Voilà, si vous voulez me faire part de votre avis, votre ressenti, ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Bien entendu, des commentaires respectueux parce que bon, me faire insulter gratuitement, j'aime pas trop. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je vais dire au revoir avec Bakugo, tiens. Ciao!